Aujourd'hui, c'est le test de la EQM35. Il était temps. Alors, je réalise cette vidéo le premier jour de l'année 2021. Je sais pas quand cette vidéo sortira, donc vous souhaitez la bonne année. Ce sera peut-être fin janvier, début février ou plus tard, je n'en sais rien. Bonne année quand même, mais tu l'as senti, réveillon. C'était pas ça, c'était pas tip top, c'était une petite odeur de merde, tu sais, 2021 qui vient comme ça et tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Ça se trouve, on est déjà sous un autre couvre-feu ou autre suppression de liberté. Tu peux pas aller en salle de sport, tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas voir tes amis comme tu veux. Bonne année quand même. Et hop, un petit recadrage. On se verra mieux. Bon, il fait un peu froid hein, aujourd'hui. Je laisse ma veste. De toute façon, je suis chez moi, hein, je fais ce que je veux. Par contre, je te souhaite que du progrès pour 2021. On progresse tout naturellement. Tu vas encore apprendre plein de choses. Ma chaîne progresse, tu progresses, Alice Progressing. Ah, je pars dans des délires, désolé, hein, c'est pas du tout scripté, je voulais faire une autre prise de vue, mais en fait, elle me convient très bien. Bon, on va essayer d'être un petit peu plus sérieux, mais en tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup de sourires, donc gardez la pêche. On va voir en détail la EQM35. Premièrement, ce que j'aime bien sur un ensemble, alors j'avais, il faut savoir, une Star Venturer, donc elle me plaisait, c'était top, sauf que avec une lunette EvoStar 72D de Skywatcher, niveau poids, aussi niveau qualité de la mise en station, ça bougeait assez facilement. Bref, c'était assez complexe de tenir un bon autoguidage et un bon suivi, bref. Du coup, je me suis porté tout naturellement sur le nouveau modèle monture EQM35. Certes, alors c'est plus conséquent, c'est moins nomade. Par contre, s'il faut se déplacer d'un endroit à l'autre, ce qui est top, c'est qu'on peut l'embarquer comme ça d'un coup. Bien sûr, voilà, pour faire une dizaine de mètres, ça va encore. Au-delà, c'est un petit peu complexe. Ça reste très facilement à mettre en œuvre. Et puis là, au moins, on a surtout un moteur en déclinaison. Vous avez le goût tout. Il n'y a plus besoin de pointer manuellement. Franchement dit, c'est un très bon investissement de passer d'une Star Venturer à ce modèle-ci. Bien sûr, il faut prendre compte le prix. Et le poids supplémentaire, hein. Voyager en avion, en train avec ce type de monture, c'est une autre histoire. Voilà, donc cette fois-ci, on va rentrer un petit peu plus en détail en parlant de ses qualités et de ses défauts. Let's go! Alors, il faut savoir que ce modèle vient de la NEQ3.2, attention, pas de la NEQ5. En termes de caractéristiques techniques, ouais, elle prend en charge jusqu'à 10 kg en observation visuelle. Un grand sourire, ça prend 10 kg. On y reviendra. Appréciable. Un tube en alu au niveau du trépied super costaud, deux contrepoids qui sont fournis. D'une manière globale, ça va, c'est quand même assez bien fini, mais il y a des choses à améliorer. Premièrement, il faudra faire attention au niveau du serrage de la tête équatoriale avec la vis centrale, parce que même si on a bien serré au niveau des vis latérales d'azimut contre le téton, si vous avez mal serré la barre, en fait, en bas, vous avez pas mal de jeu. Elle est fournie avec un viseur polaire qu'on retrouve à l'identique sur les modèles supérieurs, donc vous aurez le cadran horaire pour bien placer l'étoile polaire. Les moteurs sont externes, donc il faudra brancher des câbles, donc entre la déclinaison et l'ascension droite, et entre l'ascension droite et la raquette électronique, qui chez moi se trouve directement au-dessus de la lunette pour faciliter son installation. Et sur cette raquette électronique, vous allez pouvoir brancher la raquette SynScan. La barre de contrepoids vient directement se visser, donc il n'y a pas de système coulissant. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune flexion au niveau de la barre de contrepoids, donc ça c'est un bon plus. Tu te poses certainement la question à quoi sert le scotch.
c'est tout simplement une question d'équilibrage. Au moins, je sais à chaque fois où mettre mon contrepoids. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo un jour des petites astuces et améliorations qu'on peut avoir sur les montures. Ici également du scotch, tout simplement le cerclage des coordonnées en ascension droite. Bah, en fait, c'est une bague qui va frotter tout simplement avec le viseur polaire. Donc voilà, moi je dis non, tu ne frottes pas pour éviter tout problème de suivi, hein, que ce soit toujours le plus fluide possible. Et au niveau du réglage de la monture, on a pour viser la polaire, le grand classique avec des vis latérales pour le réglage de l'azimut, et pour l'altitude, c'est de grosses vis, donc avec des ergots là qui coulissent. Toujours pour rappel, le principe, un réglage pour régler l'altitude, on desserre d'abord l'une ou l'autre vis avant de pousser dans un sens. Le défaut que j'ai relevé sur la conception de la monture, autant sur le moteur de l'ascension droite, ce dernier est protégé par un cache dans son intégralité, autant sur l'axe de la déclinaison, ce dernier laisse apparaître les roues dentées, et du coup, en fonction de comment vous allez placer le câble, ce dernier peut se faire grignoter, ce qui a été le cas avec le mien. Donc il y a quelques griffures, donc il faudra l'enrouler, faire attention à ce qu'il ne se prennent pas dans les engrenages. Deuxième point, ça va être au niveau de la tête de monture. Je le passe de la manière que ce que vous voyez le mieux. C'est qu'ici, il nous manque de la matière. Ce qui veut dire, je vais improviser une queue d'aronde. Donc, si on place la queue d'aronde, elle ne pourra être fixée en pression qu'avec les deux extrémités. Comme ceci, vous serrez, vous avez une deuxième vis de blocage. Par contre, lorsque vous allez devoir équilibrer d'une certaine manière en reculant ou en avançant votre queue d'aronde, ben justement, cette dernière arrive en butée, vous êtes trop limite, et ben ici, il vous manque de la matière pour pouvoir le mettre latéralement en pression. Donc ça, c'est un mauvais point pour Skywatcher. Le gros point fort de cette monture, c'est que la couronne d'ascension droite a été élargie. Et tu le sais très bien que plus c'est gros, plus c'est bon, petit coquin, et précis. Et c'est là maintenant qu'on va aborder le point le plus important, la qualité de la monture. Car c'est comme un moteur, vous avez des caractéristiques techniques, à savoir la puissance en chevaux, le couple, et qui donc va être totalement différent d'un moteur à l'autre. Sur une monture, la question à se poser, c'est la qualité de suivi. Quelle est la valeur moyenne RMS à laquelle on va pouvoir guider? Bah oui, est-ce que vous avez des faibles pics, des gros pics, et donc à savoir jusqu'à quel échantillonnage nous allons pouvoir faire des photos. Du coup, je l'ai totalement explosé, je l'ai vraiment démonté de A à Z, et je me retrouve à présent avec des mouvements hyper fluides, aussi bien en ascension droite qu'en déclinaison. C'est hyper smoothie, c'est super sensuel, et avec tout le vocabulaire que j'utilise depuis avant, je suis en train de repartir dans un délire. Désolé, je me pose la question si je ne devrais pas me faire vacciner contre la connerie. Tout ce que je peux dire, c'est que cette monture a été montée avec les pieds. Déjà, le carter, quand on bougeait, il y avait un bruit de ferraille, ça couinait. Il y avait une roue dentée donc, qui est fixée avec deux vis. Il y a une vis, elle n'était pas vissée. Du coup, il y avait du jeu dans la poulie. Bref, vraiment du gros n'importe quoi. Et je vais vous montrer les bénéfices que ça a pu m'apporter, cette fois-ci acté. Dans tout ce que je vais vous expliquer maintenant, certaines choses seront assez techniques et obscures pour certaines personnes. Pas d'inquiétude, comme promis, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Je démarre avec l'erreur périodique où je suis en crête à crête à environ plus ou moins 15 arcs secondes, ce qui est quand même un bon résultat, surtout qu'à la livraison de la monture, l'erreur périodique était mesurée à plus ou moins 25. Et là, je suis assez surpris du résultat obtenu après dégraissage, regraissage et réglage mécanique de la monture, car c'est comme un moteur, ce n'est pas en le démontant et en le remontant qu'on va gagner en performance. L'erreur périodique
est assez régulière, assez douce à première vue et sans gros pics. Voici un exemple d'autoguidage sur plus de 26 minutes. On voit en rouge mon petit souci en déclinaison avec quelques zigzags. Du coup, j'aurais pu obtenir un bien meilleur résultat en arc seconde où là où je suis à 0,59, j'aurais facilement pu descendre entre 0,45 et 0,50 arc seconde. Mon erreur en ascension droite étant de seulement 0,54 arc seconde, soit très proche de la valeur en déclinaison théorique que j'aurais pu obtenir. Nous avons ici une erreur totale inférieure à 0,80 arc seconde RMS. Franchement dit, rien à dire. Cette petite monture, elle fonctionne très bien. Ainsi, si votre monture est correctement réglée mécaniquement en ascension droite, vous pourrez facilement imager avec un échantillonnage allant jusqu'à 1,5 arc seconde. Remarque très importante concernant l'autoguidage, l'ASIA ne me permettant pas de sectionner de pause intermédiaire entre 1 et 2 secondes de temps de pause sur la caméra d'autoguidage, j'ai dû sectionner 1 seconde afin de corriger rapidement la dérive afin que la monture conserve toujours la bonne vitesse sidérale car il faut lui envoyer souvent plusieurs impulsions dans le même sens afin que cette vitesse soit respectée. Là maintenant, on va parler du sujet qui fâche, l'axe de déclinaison. Je vais démonter le moteur et je vais te montrer qu'est-ce qui cloche. Et là, je vais te faire une démonstration. Donc, nous sommes en contact direct de la vis sans fin avec la couronne via cette roue dentée. Donc, elle est hyper fluide. Il y a suffisamment de jeu. Donc vous aurez peut-être du mal à le voir en vidéo. Je vais un peu me rapprocher. Voilà, tu entends le clac-clac. Donc à tout endroit de la couronne et de la vis sans fin, on a ce jeu. Donc hyper fluide. Je vais mettre la lunette. Je vérifie l'équilibrage. C'est bon. Et maintenant, regardons ce que cela donne au niveau de la rotation de l'axe de déclinaison. Et ben, c'est devenu méga dur. Ça ne coulisse vraiment plus du tout. Il y a une force de tension qui fait que, imagine-toi à la place du moteur, s'il doit aller par exemple pousser la roue dentée dans ce sens-là, il va commencer, en fait, il se retrouve face à une force de résistance et c'est seulement à partir d'une certaine pression que, clac, il va commencer à bouger. Et en fait, quand il veut rattraper dans le sens inverse, ce qui va se passer, tu as le backlash, donc entre la vis sans fin et la couronne de la déclinaison. Donc ce petit jeu qui va être libéré et nouveau pousser dans le même sens au niveau de la tension. Donc ça veut dire que ça continue à pousser dans le sens opposé jusqu'à ce qu'il se retrouve en contact avec la dent opposée. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Du coup, si il a poussé dans un même sens, donc il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il y a de la tension, il y a de la tension, donc cette force de résistance, il veut toujours aller dans le même sens. Et donc s'il doit corriger dans le sens opposé, donc toujours cette force de tension qui va dans ce même sens, il va d'abord libérer le backlash, donc il y a au niveau du jeu, étant donné que cette force de tension, hop, il continue à avoir la résistance, et après, la tension est libérée, il va pousser dans le sens opposé, il va se mettre en contact avec l'autre dent, et seulement là, il va pouvoir corriger. Alors, est-ce que ce problème est-il inéluctable? Il y a un moyen de le corriger, ça va être tout simplement de remanier la tension qu'il y a sur la vis sans fin. Ces réglages mécaniques, je te les expliquerai comment correctement les réaliser dans une autre vidéo tutoriel. Du coup, on a augmenté le jeu entre la couronne et la vis sans fin. Résultat, qu'est-ce que ça nous donne? Et ben voilà, c'est devenu très fluide, très smoothie. Par contre, c'est au détriment
d'un backlash plus important. Ça veut dire que avant, là où on avait un petit jeu entre chaque dent comme ceci, maintenant il va être beaucoup plus important, ce qui implique une durée de correction beaucoup plus longue pour que la dent reprenne contact avec le sens opposé. Ah, du coup, je vous propose d'aller au fond des choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit la dernière fois, hein. Une personne, ah, bah, j'aime bien quand tu vas au fond des choses, n'est-ce pas Nicolas? Quant aux autres, t'arrêtes d'avoir l'esprit tordu. Alors, on va démonter l'axe de déclinaison et on va voir qu'est-ce qui s'y trame exactement. On va chercher la cause. Allez jusqu'au bout. Attention, magie, magie, magie. Abracadabra! Ta! C'est vide. Il n'y a rien. Il n'y a aucun roulement. Non, mais il n'y a vraiment rien de rien. C'est un trou. C'est juste un bitonneau que tu mets là, comme ça. Ouais, d'accord. Du coup, quand tu mets un poids comme ça, bah, ça va créer une force de frottement. Et cette force de frottement, elle sera compensée par rien du tout. C'est du contact du métal avec du métal. Alors que sur les autres montures de gamme supérieure, hormis la NQ5, eh ben, tu as des roulements soit à billes ou des roulements à rouleau. Et du coup, ben, ça va fluidifier la rotation de l'axe. Mais là, pas. Bon allez, je suis mauvaise langue. Ils ont quand même mis une entretoise, mais c'est même pas en téflon, c'est même pas en plastique. C'est un genre de papier cartonné. Et du coup, une fois que tu l'insères, en extrémité, tu vas mettre une rondelle et un écrou. Voilà. Donc, aussi bien sur le pourtour que latéralement, ben, tu as des forces de frottement. Donc, ce qui explique que lorsque tu mets un certain poids, tu vas avoir une tension qui se fait. Il va plier un petit peu l'axe et donc il va frotter. Et en plus, même si tu as réglé en augmentant le backlash, cette force de frottement, elle sera plus importante d'un côté ou dans l'autre. C'est-à-dire que si ta lunette, elle est comme ça sur le côté, bah, c'est là où tu as le plus de force, de pression sur latéralement. Alors que si tu mets ta lunette bien droite, même avec le jeu initial que j'avais, donc bien ajusté, il n'y avait aucun problème de fluidité pour tourner la vis sans fin. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas ajouté ce petit quelque chose qui aurait fait une monture tip top. Je vais te faire une question vite répondue. Comment, à partir d'une NQ32 dont la capacité de charge est annoncée à 5 kg, peut-on augmenter la qualité de la conception en ascension droite sans toucher la qualité mécanique de la déclinaison? Pour moi, ta. Est-ce pour autant une erreur fatale qui t'empêcherait d'acheter cette monture? En fait, non. La solution toute simple, c'est que tu ne corriges pas en déclinaison. Bon, c'est quand même chagrinant parce que quand tu achètes une monture, tu aimerais utiliser ses pleines capacités. Donc, pas d'autoguidage sur la déclinaison, donc désactiver les axes nord-sud, tu mets non. Et aussi, ben, parce que ce problème-là, tu vas le rencontrer lors d'un dissering où ben, ça va prendre perpète à bien corriger, ou sinon tu es très minutieux ou dans un prochain tutoriel, ben, tu vas apprendre à bien mettre la pression de la couronne, de la vis sans fin sur la couronne afin de l'ajuster par rapport à la charge que tu vas mettre sur cette monture. Je ne sais pas exactement quel est le poids de mon setup que je mets sur cette monture. Là, je te détaille juste à côté le poids total. Donc, ça te donnera une petite idée de à partir de quel poids il va y avoir ce type de problème. Au niveau de l'observation visuelle, ça ne posera pas de problème car là, on est en train de parler des petites dérives de quelques pixels. Sur ta raquette, il suffira de mettre une impulsion un chouille plus longue pour pouvoir corriger dans un sens ou dans l'autre. Enfin,
bouger au niveau de tes cibles. Il faudra juste faire attention que la pression de la vis sans fin sur la couronne ne soit pas trop forte, parce que justement ce serrage pourra entraîner des problèmes, notamment chez moi où cette monture là a été réglée mécaniquement, donc avec un ajustement déclinaison au plus fin. Le moteur, donc il y a une roue dentée et cette roue, à partir de quelques sorties, a commencé à avoir des ratés, à tourner dans le vide. En fait, il y avait tellement de pression que la roue dentée, elle s'est désengagée de l'axe, ce qui m'a valu donc une prise en garantie et un changement du moteur. Par rapport à cet axe de déclinaison, si ça se trouve, j'ai raté quelque chose, du coup j'ai dit de grosses conneries. Dans ce cas-là, j'aimerais que tu m'expliques si toi tu as trouvé une solution, enfin si tu n'as aucun problème, donc des preuves à l'appui avec des vidéos ou des fichiers d'autoguidage, de PAG, pour que je puisse analyser et donc voir que toi tu ne rencontres aucun problème. Donc ça, ne le prenez jamais pour acquis, toujours vérifier ses sources. C'est pas parce que ça arrive chez moi que ça doit arriver chez tout le monde. Par contre, ce test-là, je l'ai pu le faire avec deux montures. Donc après, 2 montures, ça ne fait pas non plus une généralité, mais je mets quand même un gros doute que le problème vient réellement de la conception. Alors verdict, est-ce qu'on achète cette monture ou pas? Ça dépend quelles vont être tes attentes et aussi surtout quelle charge tu vas mettre dessus. Si c'est pour mettre un APN avec un super objectif, longue focale, là aucun problème. Alors que moi je me disais, tu as une petite Lulu, certes bien équipée avec le poids supplémentaire d'un moteur et d'un système d'autoguidage, ça alourdit légèrement côté balance. Par contre, voilà, la déclinaison, si on veut avoir cette option en D-Serring et en autoguidage, il faudra quand même faire une petite croix dessus. Ce qui est embêtant, ça va être son rapport qualité-prix. On est à 699 € depuis un certain temps. Donc là, je parle un prix au mois de janvier de 2021. Alors que la NEQ5, donc avec un plus gros bloc au niveau de la déclinaison, elle est à seulement 720 €. Donc 20 € de différence. Après, qu'est-ce qu'elle vaut la NEQ5 en termes de qualité de suivi? Il faudra que je m'en procure à l'occasion et que je compare entre les deux. Donc aussi bien le suivi en ascension droite et qu'en déclinaison, ça puisse prendre une capacité de charge supplémentaire. Cependant, à ce tarif-là, vaudrait mieux-il pas augmenter un petit peu son budget au détriment d'un encombrement supplémentaire et d'un poids un peu plus important et de passer par contre au modèle HEQ5 qui donnera une capacité de charge vraiment respectée au niveau des caractéristiques ainsi qu'une qualité de suivi bien supérieure et surtout une déclinaison smooth, donc avec des roulements à billes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Soutiens-moi, tu mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes à ma chaîne et c'est grâce aussi aux tipeurs que je crée plus de contenu. Donc si tu veux me transmettre toujours plus de motivation, voilà, n'hésite pas à faire un petit tour sur ma page. En tout cas, on va toujours plus au fond des choses. On apprend toute la chaîne de A à Z, de la partie mécanique à la partie prise de vue, pré-traitement, traitement. Tu connaîtras vraiment la totale avec moi. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.